présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Bonjour les geeks, on est le dimanche 28 avril 2013. Plus simplement le 66789.1. Hey, j'étais au micro à Eric, là, je suis tout... Oui, d'ailleurs, on tient à vous spécifier que la toune d'entrée était que du mensonge. Éric Lajoie n'étant pas avec nous cette semaine, j'ai avec nous Philippe Jacques. Bonjour. Laurent Maheu. Bonjour. Et moi-même, Simon Boucher. Monsieur Mikey à la mise en onde. Toujours au poste. Et voilà, dis bonjour au public, Mikey. Allez, bon Mikey. Bonjour public. Puis j'ai apporté un ami parce que hier, la semaine dernière, j'ai apporté Mario. Eh bien, il y a un autre personnage du Mushroom Kingdom qui est venu faire son petit tour. I'm a warrior, I'm gonna win. Honnêtement, là, je tuerais pour cette moustache. En fait, je crois que la moustache elle-même peut tuer. Alors, c'est la plus pointue d'entre toutes. Elle a été coupée avec des lasers. Non, c'est celle de Waluigi, la pire. Non, t'essayes de partir en geek. Non, regardez, bonjour tout le monde. Désolé, on a déjà commencé à glisser, puis l'émission est même pas commencée. Donc, on va commencer à faire un petit retour sur la semaine et le monde en général, grâce à une délicieuse petite chronique. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Oui, des geektualités à cette semaine. Monsieur Maheu, aussi, vous avez plusieurs petites nouvelles à nous proposer. Oui, j'ai décidé d'embarquer sur la Geektualité Train et d'en avoir quelques-unes moi-même. Eh bien, accrochez-vous au wagon. Je serai le wagon tête et je vais donc commencer. Un ingénieur a inventé quelque chose de vraiment cool. C'est un robot fait pour voler dans les machines distributrices. Grâce à un système, je vais mettre la vidéo sur la page Facebook des Geeks, donc vous pouvez venir vous abonner et nous suivre. On met des choses de façon constante. Donc, le robot s'accroche à l'intérieur et est capable d'aller chercher des canettes de liqueur, des barres de chocolat. Et pour seulement 1200 $ de travail d'ingénieur, vous pouvez voler jusqu'à 4,50 $, ce qui est à date le butin ramassé par la machine. C'est rentable. Hey, ça serait pratique ça en cas de zombie invasion, là. Non, tu casses la vitre. Ah, Oui, c'est ça le truc? Canadian Tire vend des marteaux pour moins de 10 $. Donc, Oui, c'est plus rentable. et pas besoin d'être ingénieur pour se Ça servir met d'un cool un marteau. robot. Oui. Monsieur Maheu, est-ce que vous en avez une pour nous? Oui, alors, on parle de robots, on s'en va dans la suite logique, l'espace. Oh oui. La NASA a récemment donné une subvention à des Australiens pour créer un laser. Maintenant, Activez le laser. Un grand problème qu'on a dans l'espace, c'est la pollution, les débris. Alors, évidemment, nous autres, on envoie du stock en haut, on a du stock qui redescend, mais il y a beaucoup de choses qui restent dans les airs. Maintenant, vous vous dites, oh, c'est comme dans l'océan, on s'en fout. Mais les propriétés de Ben, l'orbite... on s'en fout pas, on est rendu avec une île de plastique dans l'océan. Oui, mais loin des yeux, loin du cœur. Puis dans l'espace, c'est quand même grave, c'est dangereux. Hein. Mais dans l'espace, c'est effectivement dangereux parce Tout est que dangereux dans l'espace. tout reste en orbite et on ne peut pas nous entendre crier. Tout reste en orbite et les choses font des collisions et ça peut finir par briser. Donc, les satellites, votre GPS pourrait, à un moment donné, être abîmé par une collision d'un déchet qui aurait Mais été aussi lancé. à cause de l'orbite, les déchets volent à une vitesse incroyable. C'est 2 fois plus... Un déchet de la taille d'une boat peut être... carrément mortel. Là. Alors, pour les gens à la maison qui sont français, boat, c'est bateau. Alors, on parlait d'un écrou, je pense. Ouais, un écrou. Donc, mais le laser aurait pour but de changer le momentum des débris dans le ciel pour que ceux-ci ralentissent et changent leur orbite pour rentrer en atmosphère, ce qui ferait que la plupart ou la totalité brûlerait et disparaîtrait et cesserait d'être dangereux. Présentement, il y a une telle quantité que de plus en plus, il y a des collisions qui se font. Il y a de plus en plus de maintenance de satellites et des remplacements qui doivent être faits. Et malheureusement, on ne fait que rajouter des choses dans le ciel. Fait que, rappelez-vous-en, si vous prenez dans l'espace, ramassez vos déchets, gang de sauvages. D'ailleurs, pendant qu'on parle de l'espace, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu
supposée photo du véhicule martien qui aurait fait une forme semi-phallique, probablement quand tu le regardes dans le bon angle. Je pense pas que c'est fait par exprès, mais c'est vrai que la photo donnait un angle de trace de roue assez pour adultes avertissement. Parce qu'ils ont programmé le tout pour que ça soit fait le 1er avril, mais ça a été en retard. C'est ça qui arrive. On va rester quand même aussi dans l'espace, mais sur Terre. Parce que je vous en ai sûrement déjà parlé dans une couple de mois, mais la compagnie Mars One, qui veut envoyer, bien sûr, une équipe d'humains sur Mars en aller seul, vient de commencer son processus d'embauche. Donc, il y avait des rumeurs qu'il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de candidatures. Donc, si vous avez des choses à quitter et à oublier sur Terre sans jamais revenir, c'est comme la Légion étrangère actuelle, des temps modernes. Ou les filles du roi. Oui, ou les filles du roi. C'est-tu ça que j'avais entendu parler, qu'ils voulaient faire une télé-réalité sur le voyage martien en plus? Non, pas eux autres. Eux autres, c'est vraiment juste okay. Scientifique. Il n'y a pas de divertissement. Ah! Ben, d'ailleurs, puisqu'on est dans l'espace, rendons-nous jusqu'à Pluton, où, d'ailleurs, c'est un leurre, car Sega avait une console qu'il n'a jamais sortie, qui serait sortie après le Sega Saturn, qui s'appelait Pluto. Oh. Et ça aurait été, quelle transition, et ça aurait été une console qui aurait été dotée d'un modem 28 kilobits qui aurait permis, la première console qui aurait permis de jouer en ligne. Malheureusement, Sega a coupé et on ne l'a jamais vu. C'est un employé qui a récemment révélé ça. Une chance, elle aurait fait partie de ma ligne du temps des pires jeux vidéo de l'autre fois, sûrement. Ben peut-être pas, mais oui, c'est bien possible. Est-ce que tu as des nouvelles geektualités ou on passe directement aux jeux vidéo vu que tu as déjà franchi la barrière de façon complètement... toutes mes prochaines geektualités sont des jeux vidéo. Donc Mikey, je pense que tu as compris ce que tu voulais dire. Compris. Chronique jeux vidéo! Je veux un Game Genie. Non, t'en auras pas. Ah. Donc, on va commencer avec une première petite niaiserie, mais Valve, on dirait, grâce à ses compagnies, vient de sortir le premier mélange à gâteau de marque Aperture Science. Donc, pour les gens qui ont joué à Portal, le gâteau peut maintenant être fait dans votre cuisine. Cher geek, préparez un gâteau d'anniversaire pour l'anniversaire d'Éric Lajoie. Alors, mauvaise nouvelle pour Valve, ils ne seront pas présents à l'E3 cette année. Il y a un site qui a envoyé un courriel à l'équipe et ils ont répondu dans un courriel très court que non, ils ne seraient pas sur le plancher. Oh, c'est dommage triste. Et voilà. Mais pourquoi? Mais d'ailleurs, ceux qui ont été sur Internet cette semaine auraient peut-être lu que Nintendo ne serait pas à E3 cette année. En fait, il y a une précision à apporter. Au début, c'est ce que je croyais moi-même en voyant les grands titres, mais en lisant, c'est qu'ils ne feront plus une méga présentation, un peu comme Apple faisait à chaque année. Avec, mais Sony puis Microsoft en font une à chaque année aussi. Là. Oui, mais eux ont décidé de se retirer. Donc, les gens pensaient que Nintendo se retirait de E3. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que grâce à Nintendo Direct, ce qui est un channel sur la Wii U et sur le Nintendo 3DS, ils ont une voie de communication avec le client beaucoup plus direct, donc ils n'ont plus besoin de ces grosses choses-là. Ils vont faire à la place 2 rencontres beaucoup plus petites, une pour les médias, faire la promotion, et une avec leurs partenaires, les revendeurs, etc., sur les différents produits, pour que les gens puissent essayer. Ils vont quand même être sur le plancher, il va y avoir des jeux, mais on n'aura pas cette année, là, si vous fréquentez les sites de nouvelles geeks, le 24 heures Nintendo avant le 24 heures Sony avant le 24 heures Microsoft. Eux vont faire ça plus smooth, 2 petites rencontres et ils vont donner leurs nouvelles de cette façon-là. Évidemment, en arrière de ça, je pense que on va se le dire, ils n'ont pas grand-chose à annoncer, je crois. Ils vont avoir des nouveaux jeux, ils vont avoir des choses intéressantes, mais rien comme une nouvelle console. Donc, probablement que les autres vont voler la vedette avec leur nouvelle console. C'est exact. Donc, j'ai l'impression qu'eux vont faire, OK, les deux gros, rentrez-vous dedans. Moi, je vais m'adresser à mon public, je vais leur dire des choses qu'ils veulent entendre. Puis, comme ça, cette année, il n'y a personne qui va me comparer aux deux autres. Parce que c'est souvent ce qu'on voit, qui a gagné E3. Et là, ils disent, oh, Microsoft, ils ont dit ça, Nintendo, ils ont dit ça. Mais cette année, Nintendo font, c'est correct. Ben non, de toute façon, d'ailleurs, le E3 va être du 11 au 13 juin 2013. Parlant de Nintendo, oui, on va perdre un bon ami de Nintendo. Il est né en 2004. D'un nom qui aurait dû changer mais qui a été conservé. Le Nintendo DS pour Dual Screen va cesser d'être produit cette année. Nintendo n'a pas annoncé la nouvelle officiellement. Ils ont simplement, dans leur planification financière pour 2013-2014, cessé de mentionner qu'ils en vendaient.
Bon. Mais la 3DS reste en... La 3DS, Oh oui. la En DSi, production. la 3DS XL, Ok. tout ça, mais c'est l'original, la grise, il n'en ferait plus. C'est là qu'il n'y avait pas de caméra. Celle-là qui avait pas de caméra. Juste en chiffres, présentement, il y aurait 153 millions de Nintendo DS qui ont été vendus. Maintenant, je sais que c'est un chiffre un peu abstrait. À titre pour comparer, la PS2 avait vendu 155 millions d'unités. Wow. Donc, elle est considérée comme une des consoles les plus Ah populaires. non, la DS, ça a vendu comme des petits pains, ça imprimait de l'argent pour Nintendo. Ça Et- fait des excellents réveils matin. Moi, Ah. je m'en sers comme réveil matin. Surtout quand tu leur sautes dans plein visage. avec une brique de même. Et juste à titre de référence, il y aurait eu 933 millions logiciels. Donc, quand on parle de logiciels DS, on parle d'applications, de jeux Principalement des jeux, mais il y Qui a quand aurait- même quelques qui applications. auraient été vendus. Donc, quasiment 1 milliard de jeux pour les DS Oh. achetés. On parlait de gros annoncements pour la E3, mais un petit peu avant ça, 21 mai, Xbox va annoncer la prochaine génération de consoles. À la date, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent sur Internet. On ne sait pas encore exactement. J'irai pas sur les spéculations parce que de toute façon, il y a beaucoup de places qui le font déjà. On va revenir là-dessus dès qu'il va y avoir plus de détails. Mais pour compenser, cette semaine, Xbox 360 régulière ont sorti une nouvelle application qui vous permet de commander du Pizza Hut de votre salon. Donc, en utilisant les mouvements Kinect, Depuis le temps que j'en rêve. en utilisant les mouvements Kinect, vous pouvez faire votre propre pizza et la faire livrer Donc, à la maison. Maintenant, je peux avoir l'air ridicule en commandant une pizza, là. Oui, tu peux bouger les C'est bras puis nécessaire. faire apparaître le pepperoni. Ok, wow. Mais Hey. c'est pas les premiers à faire ça. Non, en fait, il y a eu auparavant World of Warcraft qui a fait une blague et Simon me corrigeait que EverQuest avait vraiment une option pour faire livrer de la pizza. Je suis pas sûr à 100% que c'était EverQuest, mais c'était un jeu de Sony Online Entertainment. SOE. Donc, évidemment, pourquoi est-ce que les gens devraient arrêter de jouer à un jeu en Non. ligne pour manger alors qu'ils peuvent se faire Je livrer suis en plein la milieu d'un nourriture? raid, là. Je vais pas arrêter de downer le boss pour pouvoir aller me faire une pizza. Alors, moi, j'ai une autre petite nouvelle, une petite Mais- geektualité. Va faire ta petite, puis après ça, on ira sur quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus Consistant. plein. Alors, moi, personnellement, il y a quelque chose des années 90 qui n'a pas survécu aux années 2000, qui m'attriste beaucoup, c'est la réalité virtuelle. Dans les années 90, je me souviens, j'étais allé dans les États-Unis avec mes parents, et il y a plusieurs endroits dans les centres d'achat, on pouvait embarquer, jouer à un jeu en réalité virtuelle. Oui, j'ai déjà fait ça aussi. Il y a un retour de la réalité virtuelle qui arrive et il y a deux morceaux de technologie en particulier. Un qui existe déjà depuis quelques temps qui s'appelle Oculus Rift, c'est les nouvelles lunettes. C'est un projet qui a été kickstarté récemment et puis que maintenant est en distribution développeur en version de pré-développement. Donc, il y a des gens qui, déjà, les jeux, particulièrement ceux de Valve en exemple, vraiment, ça prend l'image qu'il y a du jeu et ça le met sur vos lunettes, ça prend le regard, etc. Ça a l'air très bien fait. Mais là, il manque toujours un problème, parce que le problème avec la réalité virtuelle, c'était que peu importe où on regarde, c'est la direction où on se déplace. Il y a une compagnie qui s'appelle Omni, qui développe... Ça porte bien son nom. Oui, qui développe un tapis roulant omnidirectionnel. Donc, c'est un tapis roulant rond. Il y a évidemment une barrière là, pour pas que les gens se pètent la gueule, qui permet de changer de direction à la marche. Et il y a eu un démo d'un gars qui jouait avec Oculus Rift et avec ce chose-là. Il jouait à Team Fortress 2, donc on le voyait vraiment courir, changer de direction, et ça se reflétait directement. Évidemment, il n'y en a pas encore en vente. Ils sont en train de préparer leur marketing pour ensuite faire une Kickstarter, un peu comme Oculus Rift. Fait que d'ici le milieu des années 2010, j'ai l'impression qu'on va pouvoir recommencer de manière domestique à jouer à ça. Avant 2020, on va avoir des kits qui vont venir avec un tapis roulant omnidirectionnel, un système de lunettes, puis probablement... Une genre de Wii Fit virtuel. Oui, exactement. Et pourquoi pas. Donc, Ah oui. personnellement, moi, j'ai très hâte. J'ai un écran 3D chez nous. C'est la meilleure chose que je peux avoir. Mais ça s'en vient geek, ça. Bon. Avant de continuer, on a un petit quelque chose d'autre qu'on voulait parler en jeu vidéo, mais avant d'aller là-dessus, on va aller se divertir à de l'oreille. Bon. La chanson de la semaine. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour commencer, Monsieur Maheu? Alors, cette semaine, c'est une chanson qui vient d'un jeu coup de cœur de Oh plusieurs oui. geeks. Sorti en 2004, ce petit jeu venu directement du Japon a su en charmer plusieurs. Je dis le nom, ceux qui le connaissent, vous allez vous réjouir. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez vous demander qu'est-ce qui se On va passe. dire de cosser.
Katamari Damacy. Oh oui. Donc, si vous connaissez le jeu, vous vous souvenez du visuel, vous vous souvenez de la musique. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous incarnez un petit prince de l'univers qui doit, à l'aide d'une boule qui est appelée un Katamari, ramasser des cochonneries sur Terre, faire grossir la boule pour ramasser d'autres cochonneries sur Terre, afin que notre père, le roi du cosmos, puisse reconstruire les étoiles. Le jeu a l'air compliqué, mais la toune va vous donner le bon sentiment du son et de la sensation du jeu. Donc, Monsieur Mikey. On y va avec Wanda Wanda de l'artiste Yu Miyake. Ouh. Oh, est-ce que vous vous sentez stimulé à rouler des boules tels les coléoptères? Alors, les coléoptères et leurs boules d'excréments, j'allais ceux dire. qui viennent de se joindre à nous, vous venez d'entendre une chanson appelée Wanda Wanda du fabuleux jeu de 2004 Katamari Damacy. Vous êtes toujours avec les geeks contre-attaque aux ondes de CKRL. Donc, qu'est-ce qu'on avait ensuite? Monsieur Maheu, avez-vous encore un petit quelque chose? Alors, oui. Je sais qu'on a une belle petite chronique qui arrive quelques instants sur les jeux vidéo, mais il y a eu, je crois, un oubli très important qui a été fait la semaine passée. Oui. Et je me dois oui. geekement de rectifier la chose. Je le fais en particulier pour notre collaboratrice Sabrina, qui doit se revirer dans son costume de geisha. La semaine passée, Nintendo a annoncé le retour de Link, mais pas n'importe quel Link. Il a annoncé le retour de Link
A Link to the Past. Donc, le Zelda sur le Super Nintendo. Donc, le jeu Zelda qui semble être un consensus. C'est quoi ton préféré? A Link to the Past. C'est quoi le premier que tu as joué? A Link to the Past. Ils vont faire un nouveau jeu inspiré. Donc, il y a eu depuis une semaine des extraits qui ont été montés. Ça va se jouer sur le 3DS. Donc, si vous l'avez pas, voici une raison de vous l'acheter. Et ça se passe dans le même monde. Selon les indications qui sont sorties, ça serait une suite, mais on ne sait pas si c'est le même Link une fois qu'il est revenu des aventures ou une génération plus tard, comme les nouveaux jeux semblent indiquer. Le monde est le même, les cartes sont similaires, évidemment ils ont changé des choses, des nouveaux donjons, donc il va être un mélange de vieux et de nouveaux. Mais je regardais les images, ils ont aussi gardé la même fracture graphique pour ce qui est des arbres, des roches, tout ça, mais en 3D cette fois-ci. Puis je trouve ça c'est moins défini, c'est comme flou. J'ai pas aimé les images que j'ai vues jusqu'à présent. Je sais pas si c'est juste moi. Un peu comme n'importe quel jeu 3DS, voir des images sur Internet et le voir en 3D, c'est pas exactement la même chose. Je sais que les jeux 3D qui sont sortis récemment de Nintendo sont tous très très beaux. Ce jeu-là est en production depuis 2 ans. Donc quand ils ont parlé après Ocarina of Time 3D qu'ils voudraient peut-être faire ou refaire Link to the Past, ils savaient. Ils savaient. Ils nous ont menti. La seule chose qui a vraiment changé depuis le premier, c'est que Link va avoir le pouvoir de se transformer en graffiti ou en hiéroglyphe pour se glisser sur les parois des murs. Un peu à la Paper Mario. Un peu à la Paper Mario. Donc, c'est ça le nouveau twist. Il y a des nouvelles armes, des vieilles armes. Ça a l'air d'être un bon mélange. On verra ça une fois que ce sera sorti. Ça sort pour le temps des fêtes aux États-Unis et, je sais pas pourquoi, plus tard au Japon. Mais tu vas sûrement te le procurer et nous revenir là-dessus. Ah, absolument. Bon. Et il y a quelque chose pour ceux qui ont adoré le premier. Ils vont reprendre la trame sonore, mais ils vont l'orchestrer. Oh, wow. Donc, j'espère que tu me dises, ils vont prendre la trame sonore, ils vont en faire du dubstep. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire ça sur Overclock Remix. Et je suis sûr que Eric va s'en occuper. Bon, ensuite, on va continuer dans un style de jeu. Tu voulais me faire un petit historique, ça va aller avec une petite évaluation d'un jeu que j'ai joué cette semaine. C'est un style de jeu de maladresse. Comment est-ce qu'on appelle c'est des simulations comme ça? Alors, c'est un terme tout récent. Les gens appelleraient ça Clum Simulation. Donc, des simulations de maladresse. Ici, on parle de quelques jeux qui ont été populaires. Peux-tu nous en sortir un petit peu un historique? En fait, le premier jeu qui aurait initié Clum Simulation, c'est pas le terme le plus agréable à dire, mais à défaut duquel, ce serait QWOP. QWOP. QWOP, c'était un jeu flash dans lequel on prend le contrôle d'un coureur sur le 100 mètres. Malheureusement, ce coureur-là, il faut pas s'appuyer sur une flèche pour avancer. On contrôle ses genoux et ses pieds à l'aide de QW et de OP. Donc, chacune de ses jambes. On doit lever le genou, avancer le pied et faire donc QWOP. La majorité des gens qui jouent pour la première fois se rendront à 0.2 mètres. C'est horrible. C'est frustrant, puis ça crée une dépendance en même temps, c'est magique. Alors, pour ceux que je vais mettre le site aussi sur le site des Geeks, mais c'est un créateur qui s'appelle Bennett Foddy et c'est foddy.net, FODDY.net. Maintenant, quelque chose que probablement qu'on ne sait pas ici en salle, j'étais fouillé sur Wikipédia. Le 18 mars 2013, alors c'est très récent, il y a eu un record Guinness du QWOP. La personne l'a complété, c'est un résident de l'Inde qui l'a complété en 1 minute 3 secondes. Pour faire 100 mètres, on est loin des grands coureurs olympiques. Mais tentez de jouer et tenter de voir le travail depuis 2008 que cette personne-là a dû mettre pour maîtriser le QWOP en 1 minute. Mais là, je pense que ce jeu-là, ça a créé des simulations, des simulations similaires. Mais il y a eu un autre qui sonne très similaire, qui s'appelle Clop. Oh oui, ça c'était le fun. Donc, sorti en 2012, c'est beaucoup plus récent. On prend le contrôle d'une licorne. Chacune des lettres contrôlait une jambe dans ce cas-ci. Un peu plus simple, mais plus de jambes. Contrôlait un arc-en-ciel. Non. Et du même créateur, Foddy, il a sorti un jeu un peu plus tard qui s'appelle GURP. Il aurait pu appeler ça Grip, mais donc GURP, on prend le contrôle d'un grimpeur sur un mur. Donc le GI c'est pour un bras-jambe et le RP c'est pour un autre bras-jambe. Et on doit monter sur des prises murales. Et encore là, on se pète la gueule, on reste accroché par un bras, les jambes tombent, etc. Ce qui nous amène à un jeu qui est sorti cette semaine et que j'ai acheté pour vous, ma gang de chanceux. Ça s'appelle
Surgeon Simulator 2013, donc le simulateur de chirurgien 2013. Un peu à la QWOP, vous avez 4 touches qui contrôlent les doigts de la main et l'espace qui contrôle le pouce. Et avec la souris, vous contrôlez le haut, le bas et l'angle du poignet. Donc, de façon complètement arbitraire et maladroite, vous devez faire des chirurgies sur une personne en tenant des outils tout croche et en étant incapable de faire n'importe quelle coordination de mouvement. Mais il paraît que quand tu manques ton coup, ça fait puis le nez du bonhomme il allume. Non, tu te trompes de jeu malheureusement. Mais ce jeu-là est fait pour être maladroit. Il y a des trophées pour faire un devil en touchant le rein de la personne. Il y a aussi pour prendre des intestins et s'en servir comme foulard sur le patient. C'est extrêmement maladroit et puis il montre la difficulté en vous faisant faire les mêmes chirurgies mais dans une ambulance en mouvement. Oh non. Donc, c'est extrêmement difficile. J'ai réussi à faire une opération. J'ai des amis qui ont réussi à en faire plusieurs aussi. Là, c'est la grosse mode où ce que je travaille présentement. Et si vous voulez, c'est 7$. Et c'est quasiment plus plaisant de prendre le marteau pour casser la cage thoracique et essayer de faire quoi que ce soit à l'intérieur avec le laser. C'est de la maladresse pure. Vous allez vous sentir comme un incompétent. Simon, je suis vendu. Mets-moi ça sur Facebook. C'est sur Steam. J'ai lu d'accord. dans une entrevue, parce que ça a connu un succès phénoménal dans les récentes semaines, et il y a des gens qui ont demandé quel type de recherche est-ce que vous avez fait pour préparer ce jeu-là. Est-ce que vous avez lu des livres médicaux, des choses comme ça? Et ils ont répondu, et je paraphrase, que non. Non. Ils ont juste mis des choses qui pensaient que ça devait être là. Donc, attendez-vous pas, si vous êtes étudiant en médecine, à apprendre des choses sur le corps humain. Non, parce que pour gagner une chirurgie, exemple une chirurgie du cœur, tout ce que vous devez faire, c'est passer au travers de la cage thoracique, enlever le cœur qui est présentement là en retirant le poumon à 2 mains et juste pitcher le nouveau cœur à l'intérieur de la cavité. Et voilà, ça se dit le patient devrait survivre, félicitations. Donc, allez vous amuser à faire des horreurs de médecine et à faire retourner dans leur tombe tous les grands praticiens de ce monde. D'accord. Oui, Donc, oui, oui. on va aller à une petite pause. Oui, je crois qu'on va aller à la petite pause à ce moment-ci. On vous revient dans 3-4 minutes au Geek Contre-Attaque. Et au retour de la pause, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? On va faire un petit peu de chronique du futur, un petit retour, et après ça, Monsieur Jacques, vous allez nous amener dans un pays incroyable, je crois. Ça va être fantastique. Non, on dira pas tout de suite Non, quel pays. non, surprise, surprise. Mais préparez-vous à aller visiter des endroits exotiques au Geek Contre-Attaque. 89. Nous allons nous rejoindre. Désormais, le choix est simple. CKRL. Québec. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written. Après des années de silence. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les 2 t-shirts, C'est que- un col roulé, une ceinture, le pantalon Mais- et le petit top en laine super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutiquevoire.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoire.ca. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation à commercial-ckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Ici Marc Gourdeau, directeur général et artistique de Premier Acte. Premier Acte tient le dimanche 5 mai à 18h au Musée de la Civilisation sa traditionnelle soirée bénéfice, un événement festif et convivial, un match d'improvisation de théâtre de marionnettes. Chaque année, plus de 100 jeunes artistes participent et bénéficient d'une façon ou d'une autre au travail de Premier Acte. Joignez donc l'utile à l'agréable. Appuyez la relève théâtrale tout en assistant à une soirée haute en couleurs. Cette soirée est présentée sous la présidence d'honneur de M. Guy Turgeon, président de Therméca Service de Génie, avec la collaboration de la SAQ, de Pastissimo Traiteur, de Bière Boréal et de Erico Chocomusée. Renseignements et réservations, 88 694 9656 ou premieracte.ca. Le Centre Espoir Charlesbourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile.
Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 88 623 77 83 ou par le site internet centrespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée-Billot, 1296 3e avenue Limoilou et chez Amassan le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Bonjour, ici Pierre Vanchampfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule Les Matins éphémères. Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e avenue et au 289 Saint-Joseph. 88 977 75 71. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Si François Pérusse le dit, c'est que c'est vrai. Donc, nous sommes maintenant rendus à aller visiter le monde de demain. Chronique du futur! Nom de Zeus! Mais est-ce que je suis allé trop vite? Je crois. Non, oui, c'est parfait, Monsieur Maheu. Alors, j'embarque un petit peu dans la chronique du futur. Il y a un de nos fans qui nous a écrit sur la page Facebook Les Geeks contre-attaque. On vous aime, les fans. Plusieurs fois par jour. Alors, je nommerai pas notre fan pour leur faire peur. Fait qu'on va l'appeler Nicolas M. Non, c'est trop évident. Comment c'est son nom de famille? N. Morin. Ok, donc, c'est bon. Qui disait qu'aujourd'hui serait notre 42e émission. Malheureusement, dû aux organes reproducteurs de lui et sa femme, il a manqué 2 émissions lors de la naissance de leur nouvelle geek domestique. Et nous sommes rendus à la 44e, je crois, émission. Mais pourquoi est-ce qu'il célébrait le 42? Le 42. Alors, si vous êtes geek, c'est un chiffre que vous connaissez, qui est souvent référencé. Ou que vous avez vu souvent et vous comprenez pas pourquoi. Alors, geek... 42, qu'est-ce que c'est? D'où c'est que ça vient? Non, je vais terminer par d'où ça vient. C'est pas intéressant. Je vais vous dire ce que c'est. Ben oui. 42, c'est le numéro atomique de la molécule molybdénum qui serait un agent primal ou primaire dans la création de la vie. Ouais, parce que ce serait une molécule animale avec des crocs. Ça me ferait peur un peu. 42 serait le degré de l'angle de l'arc-en-ciel à son début. Oh! Ah ben. On parlait d'arc-en-ciel tantôt. Ouais. Les Japonais, toutefois, n'aiment pas le chiffre 42 car il porterait malchance. La prononciation de 42 en japonais serait, et là je m'excuse à tous les gens japonais, Shi-ni, qui est un monomophone pour la mort, qui se prononce similairement. 42 est donc la fin de tout. Pour ceux qui sont vraiment geeks, 42 c'est la réponse à la question 6 x 9 en base 13. Ah! Et je vais revenir à ça dans une seconde. C'est aussi la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Donc, 42, c'est le chiffre qui est issu du Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Le guide galactique. Et dans le livre, on apprend que des souris blanches ont fait créer la Terre pour répondre à cette grande question-là, la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Malheureusement, une fois qu'ils ont la réponse, 42, ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas la question. Avant que les gens me corrigent, la Terre a été créée pour trouver la question à laquelle 42 est la réponse. Donc, c'est compliqué. Donc, et ceux qui ont vu la série télé de Hitchhiker's Guide des années 80, à la fin, on découvre que la question est quelle est la réponse à 6 x 9?
Et ça se termine comme ça. Donc, toutes les popées de la Terre, 6 x 9, évidemment, ça ne ferait pas 42, mais en base 13, au lieu de base 10, ça fait bel et bien 42. Donc, la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste, 42. Donc, rappelez-vous de ce chiffre-là. Votre 42e anniversaire sera peut-être votre plus belle année de votre vie. Si vous êtes des numérologues cinglés. Oh, j'ai oublié quelque chose de fantastique aussi. C'est l'indicatif régional de la République tchèque. Oh, tout le monde a Tchétchénie. On va continuer. J'ai ici une petite chronique rapide, mais c'est vraiment... on entend parler beaucoup dans les dernières semaines des bitcoins. Et puis, beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce que c'est qu'un bitcoin? Qu'est-ce que ça mange? Et pourquoi est-ce qu'on devrait les polir avec de la cire à chaussures? Vous pouvez pas le faire parce que ça n'existe pas, les bitcoins. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une cyberdevise. C'est une forme de monnaie virtuelle qui est utilisée un peu de pair à pair, comme des échanges directs sur Internet. Là, on dit, ben là, une devise virtuelle, ben, faut se rappeler que la majorité des transactions, même avec l'argent canadien ou américaine, sont purement virtuelles et que l'argent physique, c'est vraiment une petite, infime partie de l'argent qui existe sur Terre. On était déjà rendu là. Mais le but de cet argent-là, c'était de passer par-dessus les banques centrales, les banques mondiales, les organismes de régulation. Parce que toute transaction monétaire, ça passe avec un lien de confiance avec des gouvernements. Et certains groupes qui ont inventé ça, c'est des groupes libertariens qui ne croient pas au gouvernement, voulaient pouvoir se libérer de l'emprise des gouvernements. C'est-tu clair? Ben, c'est très clair. Puis, est-ce qu'il y a un taux de change au Bitcoin? C'est ça qui est intéressant parce qu'au début, ça avait une valeur nulle. Quand ça a été inventé à partir d'un crypto, de cryptographie, ça valait environ même pas 5 sous la pièce de monnaie, le Bitcoin en tant que tel. Ouais. Donc, pour vous dire, en 2010, il y a quelqu'un qui a échangé 10 000 Bitcoins pour avoir une pizza. Selon le taux de change actuel, ferait que c'était une transaction de 1 370 000 $, selon le taux de change de ce matin, qui était environ à 136 $. On en parle beaucoup de ce temps-ci parce que le Bitcoin unitaire a monté jusqu'à 266 $ le 10 avril. Il y a eu une chute, ça a descendu à 105. Là, maintenant, il se tient entre 130 et 160 en permanence. Et puis, le problème avec cette monnaie-là, c'est que c'est complètement anonyme. Ben, c'est pas un problème, c'est un avantage. Mais il est présentement beaucoup utilisé pour des sites des transactions un peu louches, des paradis fiscaux, des échanges anonymes. Il y a des ça sites veut dire que c'est officiellement sur Times Square, là, non, parce qu'ils dans la bourse. Ils sont pas gérés par aucun centre d'échange officiel, de façon gouvernementale. Okay. C'est vraiment la fluctuation est purement aléatoire non, ou la fluctuation est basée selon la demande, vraiment sur une demande de marché. OK. Parce que les bitcoins, c'est un peu comme l'or. C'est une ressource finie. Puis quand une fois que dans le fond, on mine des bitcoins avec de la décryption, et puis à tous les 4 ans, c'est 2 fois plus dur de miner des pièces de monnaie comme ça. Il devrait avoir un total de 21 millions bitcoins quand tout ça va être fini. C'est la quantité maximale quand on va voir tout miner les bitcoins sur l'Internet. Alors, juste une note très importante. Oui. On ne connaît pas l'identité réelle du créateur, de la personne qui a créé le logiciel duquel on extrait des bitcoins. Donc, toute cette économie-là, elle est basée sur... On le sait pas. Exactement. Et c'est fantastique. C'est vraiment plus une expérience sur la libération de la monnaie puis du marché par rapport aux restrictions gouvernementales puis d'un pays à l'autre. C'est pour créer une économie globale artificielle. Puis c'est une expérience qui marche quand même jusqu'à un certain point. Il y a des fraudes, il y a eu des crimes, il y a eu des vols. Fait que les gens désirent. Et pour ceux qui pensent que c'est absolument impossible à gérer. Rappelez-vous que le crash de Wall Street, la Grèce, tous les échecs financiers, c'est parce que les gens en qui on a confiance pour gérer la valeur de l'argent se font des poignées de main. C'est des gens qui s'assoient et qui fument des cigares et qui, à un moment donné, ont fait des mauvais paris. Donc, que ce soit des banquiers à qui on ne fait pas confiance ou des gens qu'on ne connaît pas, à la fin de la journée, vous n'avez pas le contrôle de votre argent. Mais c'est un peu aussi ce qui est arrivé. Les mêmes faiblesses de l'argent est arrivé avec les bitcoins. Il y a eu des cas de fraude, comme un des premiers sites où ce qui permet d'échanger entre utilisateurs des bitcoins de façon plus anonyme, MyBitcoins, a fermé étrangement. Et puis quand il a réouvert quelques mois plus tard, il dit « Ah, on a perdu 51% de votre argent, fait qu'on vous redonne juste 49% des pièces de monnaie que vous aviez artificiellement. » Et puis là, le plus gros site, MTGOX, lui, présentement, il est sous attaque quasiment constante et il se fait hacker à tour de bras. Fait que là, il y a vraiment une guerre pour obtenir ces petites pièces de monnaie-là artificielles. Ça devrait pas survivre extrêmement longtemps, mais je crois que c'est une belle expérience qui nous amène vers le futur de l'argent
qui Ça se crée un libère. précédent. Là. Oui, c'est ça, c'est un précédent qui peut être intéressant. Fait que préparez-vous, l'argent papier est de plus en plus en train de mourir. Rapidement, avant de passer à la chronique de Monsieur Jacques, parlant de précédent, je crée un précédent en ce moment. Je publie quelque chose sur Facebook, sur le site des Geeks Contre-Attaque. À l'instant même, je viens de cliquer. Live. Je vous demande d'être reporter pour nous sur le terrain. Allez au Musée de la Civilisation pour assister à l'exposition portant sur les jeux vidéo. Les meilleurs commentaires sur cette publication que je viens de donner seront manifestement lus lors d'une prochaine émission. Alors, faites aller vos neurones et allez vous culturer. Hein? Oui. Maintenant, Simon, que faisons-nous? Nous allons aller visiter des pays exotiques avec le pyrologue de la place. Ah, allons-y gaiement. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Ah, je m'attendrai jamais. C'est tellement un thème mâle, j'adore ça. De quoi tu nous parles cette semaine? Ben, comme à l'habitude, je me suis préparé une petite intro induite de mystère là, pour vous autres, pour vous introduire à ma chronique. Donc, Mikey. Oui? Ah, d'accord, je vais y aller. Nanar, frontière de l'infini. Voyagez avec moi aux confins de la pyrologie. Ma mission, explorer de vieux films louches, découvrir de nouvelles scènes étranges, et au mépris du danger, mettre le cap vers la Turquie. Ah, l'Empire ottoman. Merci Mike. Et oui, chers auditeurs, après vous avoir fait voyager en Inde avec ma chronique Bollywood, c'était qu'une question de temps avant de vous faire visiter la Turquie, qui est une véritable mine d'or pour les amateurs de cinéma douteux. Oh mon Dieu. Surtout quand on connaît historiquement pourquoi la Turquie a fait autant de mauvaises choses, c'est encore plus intéressant. Alors, éclaire-moi un peu, Simon. Mais oui, parce que la majorité des films de mauvais goût turcs viennent souvent de des vols d'idées de films hollywoodiens. Et dans les années 70, la Turquie, avant qu'elle ait ses révolutions pour passer d'un gouvernement musulman à un gouvernement beaucoup plus neutre de façon religieuse, avait bloqué toute importation de médias hollywoodiens ou européens ou peu importe. Alors, ils refaisaient les films avec leurs propres valeurs et puisqu'il n'y avait pas de précédents légaux, ils volaient du matériel, de la musique, des scripts d'Hollywood qu'ils rééditaient. C'est ici que je t'interromps, mon Simon. Selon mes recherches, c'est ce que je croyais avant moi aussi, mais l'espèce de ban qu'il y a eu sur le cinéma, comme tu disais, n'a jamais eu lieu. Le public avait accès à ces films-là. Mais il n'allait pas les voir, ou? Oui, c'est juste que ils s'en foutaient, je pense, carrément des copyrights. Le concept de copyright était très flou à l'époque en Turquie. Simon, donc, on en profitait. Tu viens de te faire... Je suis tombé dans le panneau. Mais merci pour tes précisions. C'est très intéressant à savoir. Mais quand qu'est-ce même. que la Turquie nous a apporté, là? Qu'est-ce qui se passe de bon avec ça? L'équivalent turc de Hollywood est situé à Istanbul. Ça s'appelle Isilsam. Désolé, mon turc qui est très rouillé. Alors, ça veut dire Green Pine. C'est donc le nom d'une rue et d'un district qui abritait à la fois les studios, les acteurs et les artisans de l'industrie de l'époque. Le premier film turc fut un documentaire filmé en 1914 et le cinéma s'est développé assez rapidement. On parle de façon fulgurante, de quasi inexistant dans les années 50. Ça l'a littéralement explosé par la suite dans la décennie qui a suivi. De moins de 50 films par année, l'industrie est passée à plus de 300 au début des années 70. C'est presque un film par jour, ça, là? Oui. Les héros masqués, les super-héros, c'est des éléments clés du cinéma turc. Donc, comme Simon l'a mentionné, vu qu'il aimait beaucoup voler des éléments du cinéma nord-américain, on va souvent voir des Batman, des Spider-Man, puis dans des situations des Capitaine America qui respectent pas les règles d'un Capitaine America habituel, là. Non, aucunement. On les applique plutôt à la recette turque. Cette recette se nomme violence, sexe, héros héroïque et vilain très vilain. Tout ça rajouté avec de l'action, ma foi,
psychédélique, presque. Laissez avancer parce que j'ai tellement d'exemples que je veux nommer que je sais qu'on est trop tôt dans la chronique. Quand cette recette-là s'est développée quand les salles ont commencé à se vider dans les années 70 à cause de la télévision. Les producteurs ont donc demandé à avoir plus de scènes explicites pour attirer la clientèle masculine. Donc, on pense que dans une société qui est musulmane et très conservatrice, la recette fut gagnante. Oui, mais en plus, c'était avec la transition du pays. Mais là, on va s'absenter quelques minutes, pour une petite chanson, mais au retour, tu nous prépares le meilleur de la Turquie. Ah, plus de turquerie. Hein. Exactement. La chanson de la semaine 2! Oui, Monsieur Maheu, je crois que vous avez encore choisi une seconde chanson pour aujourd'hui. Oui, alors, cette semaine, toujours dans les jeux vidéo, mais pas directement cette fois-ci. Il y a un groupe que j'affectionne particulièrement depuis plusieurs années, Freeze Pop. C'est un nom que plusieurs personnes connaissent ou reconnaissent sans savoir pourquoi. Freeze Pop a été fondé par, d'entre autres, un membre de Harmonix. Alors, Harmonix, ça vous chatouille l'oreille. Oui. Évidemment, vous connaissez ça de Rock Band. Oui, ben le studio qui a inventé le Guitar Hero à l'origine, le Rock Band. Qui a inventé Guitar Hero. Et là, si on recule, c'est eux qui avaient un jeu qui s'appelait Amplitude et le premier Frequency, qui était sur le PS2, dans lequel on jouait un petit vaisseau spatial qui activait des notes pour faire des phrases musicales. Donc, Freeze Pop ont été dans tous ces jeux d'Harmonix un band qui a été représenté. Dans le premier jeu, c'est là qu'ils ont eu dans le jeu Frequency, c'est là qu'ils ont été très popularisés parce que là, le monde faisait « Hey, wow, c'est le fun ». Et dans Amplitude, le deuxième, ils ont fait une chanson qui s'appelle Super Sproud qui remerciait les fans. Donc, depuis ce temps-là, ils ont sorti plusieurs albums. C'est du synth pop. Donc, fait avec des synthétiseurs. La chanson que je vous ai prise, c'est pas une chanson que vous retrouvez sur l'un de ces nombreux jeux-là. C'est un de leurs albums... séparés de leur carrière solo, on pourrait dire. Oui, de leur carrière non-jeu vidéo. De l'album Forever, la chanson s'appelle TDJ. Donc, vous allez entendre le style, la musique, et peut-être que vous allez vous reconnaître quand vous avez joué à l'un des nombreux jeux sur lesquels ils étaient. Excellent. On vous revient dans quelques instants après la tune. DJ. Some people ride the T, they ride it every day. Sometimes they get to see the famous TDJ. The music's in the air, sometimes it's in his mind. With Bush blonde afro hair, he's not too hard to find. TDJ, he does alright. He makes us dance on a Friday night. Drives a green line with his grooves. He can make all the people move. DJ. Some people ride the T, they ride it straight or gay. Nothing but drum beats matter to the TDJ. Big collection of gay pride pins on his vest. Trains are his obsession. TDJ is the best. TDJ, he does alright. He makes us dance on a Friday night. Drives a green line with his grooves. He can make all the people move. TDJ, he does alright. He makes us dance on a Friday night. Drives a green line with his grooves. He can make all the people move. His best trains are his obsession. TDJ is the best.
us dance on a Friday night. Drives a Greyhound with his grooves. He can make all the people move. DJ, he does alright. He makes us dance on a Friday night. Drives a Greyhound with his grooves. He can make all the people move. He can make all the people move. Retour rapide, on reprend. Nous sommes de retour. Tu t'es fait pogner. Hein? Alors, vous venez d'entendre TDJ de Freeze Pop, le groupe synth pop qu'on a entendu dans les nombreux jeux tels Rock Band, Guitar Hero et d'autres. Je trouve qu'on dirait GLaDOS qui essaie de se lancer dans la pop. Oui, c'est pas loin. Dans sa phase adolescente. mais revenons de la pop vers la pirerie avec la Turquie. Qu'est-ce qui se passe là, avec le cinéma turc? Ben alors, j'ai parlé des scènes d'action, de combat qui étaient complètement hystériques, mais les trames sonores aussi. La meilleure chose pour vous le décrire, c'est de vous le montrer. Alors, j'ai un extrait. Mikey. Je connais ça. Ah ouais? Comme ça? C'est pas si pire, mais... Ben voyons. Le son coupe vraiment pendant les explosions. Les gens aguerris auront compris que je crois qu'il y avait seulement une piste sonore. Ils ont une seule piste sonore. Ils ont pris la toune d'Indiana Jones et ils ont inséré des effets spéciaux sonores et en coupant sauvagement. Parce qu'ils pouvaient pas avoir de la musique et les sons en même temps? Non, c'est ça. Wow. Il y avait juste un 8-track, puis ils ont fait ça avec, je pense. Savoureux de mauvais. Ce film-là, c'est tiré du Turkish Star Wars, le Star Wars turc. Film infameux. Film culte, qui contient l'acteur culte ultime du cinéma turc qui s'appelle Cüneyt Arkın. C'est l'équivalent turc de James Bond. Tellement qu'il aurait été déjà approché pour succéder à Connery, mais les producteurs auraient reculé quand ils ont su qu'il était turc. Oh, pauvre petit. Oui. Il a joué dans plus de 248 films de séries télé. Il est considéré comme une légende vivante. C'est un médecin de formation. C'est un expert en arts martiaux dans 7 disciplines, en plus de toujours faire ses propres cascades. Wow. Il a appris la gymnastique en faisant partie d'un cirque russe qui a été installé à Istanbul à l'époque. Il a aussi porté la flamme olympique lors de son passage à Istanbul pendant les Jeux de Beijing 2008. Ah non, mais monsieur Arkın est complètement dément. Fantastique. Oui. On va vous mettre sur la page Facebook des petits extraits. Ça va être délicieux. Pour en conclure rapidement sur les films turcs, l'industrie a décliné vraiment beaucoup dans les années 90. Là, on produisait de 300, on est passé à un film par année environ. Oh. Mais depuis les années 2000, c'est revenu. L'industrie va beaucoup mieux, mais maintenant, c'est plus des producteurs indépendants puis des trucs comme ça. À l'époque, les acteurs venaient souvent de la rue. C'était des boxeurs et des lutteurs ou simplement des truands qui sont devenus des méga stars du cinéma du jour au lendemain. Et le crew était tellement amateur que les feux, les incidents puis les blessures étaient choses courantes. Et la plupart des films originaux de l'époque ont été détruits pour y extraire les particules d'argent de la pellicule. Wow! Pour les revendre. Mais là, tu me dis qu'ils faisaient des vols de films. T'as-tu des exemples un petit peu de mélange étrange? Oui, des rip-offs incroyables, il y en a beaucoup. Il y a eu un Turkish Tarzan, il y en a eu 2. Il y a eu un Turkish Spider-Man. Turkish James Bond, il y en a eu 3. Turkish Blanche-Neige. Turkish Magicien d'Oz. Turkish Lassie. Oh, mon Dieu. Turkish Superman, il y en a eu 2. Le deuxième, c'est le meilleur. Superman de New York. Il y a eu Turkish Batman. Turkish Star Trek, dont j'étais pas trop loin avec mon intro. Il y a eu Rambo également. Oui, il y en a eu 3. Il y a eu un Turkish Avenger avec Santo. Ça s'appelle Three Dev Adam. Oui, ça, c'est dans ce film-là. C'est Captain America qui fait, avec un lutteur mexicain, décide d'arrêter plusieurs Spider-Man avec des fusils puis pas de pouvoir. C'est ça. Il y a eu 2 Turkish Star Wars. Sinon, tu savais qu'il avait fait une suite à Turkish Star Wars. Avec les mêmes acteurs dans les années 2000, parce que
Oui. Faut savoir que Turkish Star Wars, pour de vrai, le nom veut dire Dünyayı Kurtaran Adam, ça veut dire The Man Who Saves the World. Et ça n'a rien à voir avec Star Wars. Mais pourtant, ils ont fait une suite en 2000. On l'appelle uniquement le Turkish Star Wars parce que dans le début du film, il y a des scènes de bataille spatiale tirées de Star Wars. Ils ont vraiment pris, copié-collé. C'est des gens assis sur des chaises qui font semblant d'être dans des vaisseaux spatiaux pris de Star Wars. Ah, c'est fantastique. Et la suite, ça s'appelle Son of the Man Who Saves the World. Ils se sont basés sur le vrai Star Wars avec un peu plus de budget, mais ça n'a pas la même magie. Là. Il y a eu aussi un Turkish Dirty Harry, un Turkish E.T. qui s'appelle Badi. La créature est complètement dégoûtante. C'est un tas d'excréments qui aime les enfants. C'est la meilleure description. Il y a eu 2 Turkish Manax, un Turkish Jazz et un Turkish Rocky, pour ne nommer que ceux-là. Donc, allez nous voir sur la page Facebook, cherchez les Geeks Contre-Attaque. On va vous mettre des exemples de ça par-dessus la tête pendant les prochains jours. Donc, vous allez être occupé et rire au travail sans cesse. Parce et votre productivité va descendre. L'entendre à la radio, c'est une chose, mais le voir, c'est fantastique. Ça doit être vu. Des roches qui explosent quand on les kick. Excellent. La semaine prochaine, on aura quelque chose de vraiment intéressant. Notre reporter sur le terrain, Sabrina Cloutier, la férue en art nippon, sera des nôtres pour nous faire un compte-rendu du Nadeshikon qui a lieu en ce moment même. Et elle est là présentement. Elle est là. Salut Sabrina. Elle a infiltré les rangs du Nadeshikon pour revenir avec du bon jus informatif à nous mettre dans les oreilles. J'espère qu'elle va amener ici des otages. Et suivra à l'instant l'émission Les Routes Enchantées. Ah non, ça veut dire que notre émission est terminée? Oui, notre émission tire lentement à sa fin. Non. Mais nous allons être de retour la semaine prochaine avec Monsieur Lajoie qui devrait être présent à son poste. Donc, Monsieur Jacques, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Maheu, merci beaucoup. Très plaisir. Monsieur Mikey, je vous aime. Ah, je vous adore. Donc, Simon Boucher, je vous dis à la semaine prochaine et salut les geeks. You're living in a bubble and you haven't got a care. Well, you're gonna be in trouble 'cause they're gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Hey, don't mess around. With the Space Force. You better. Watch out, watch out.